Et si ce n'était pas seulement une autre semaine tragique au Sahel? Imaginez, 4 attaques coordonnées contre des bases militaires burkinabais en 4 jours. 4. Pas une explosion isolée, pas un accrochage imprévu, mais une séquence calculée, synchronisée, qui force l'armée à répondre sous pression, à un moment où la nouvelle stratégie sécuritaire du Burkina Faso est encore en gestation. Cette violence, ce n'est peut-être pas le hasard, mais un test, une épreuve imposée à une nation qui cherche à redéfinir sa souveraineté et à prouver qu'elle tient debout, coûte que coûte. Ce qui s'est passé ne se résume pas à des chiffres de pertes, ni à la liste des installations touchées. Ce qui compte, c'est le motif qui se dessine, la répétition sur un temps très court, la portée stratégique du message envoyé. Nous pouvons frapper plus d'une fois, nous pouvons toucher vos symboles d'autorité, et nous maîtrisons le tempo. C'est une manœuvre qui va bien au-delà du simple gain militaire. C'est une guerre psychologique, une tentative délibérée de fissurer la confiance, à la fois chez les soldats et au sein des communautés. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette coordination, cette insistance à viser plusieurs cibles sur un laps de temps aussi réduit? Au Sahel, la violence n'est pas nouvelle, mais sa forme ici révèle autre chose. Là où l'on s'attend à du chaos, on découvre une logique, presque une signature. Dans les guerres d'insurrection, le hasard sème la peur, mais la coordination crée un récit. Ce récit, il parle autant aux Burkinabés qu'au reste du monde. Le processus de refondation du pays est observé, testé, provoqué. Les groupes armés ne cherchent pas seulement à déstabiliser. Ils attendent le moment où la transition interne crée des failles, et ils frappent pour jauger la solidité du nouveau dispositif. Ce test ne concerne pas que le Burkina Faso, ses répercussions dépassent largement ses frontières. Derrière chaque attaque, il y a des marchés qui s'inquiètent, des investisseurs qui réévaluent leurs risques, des économies déjà fragiles qui tanguent. Les coûts se répercutent en cascade, sécurité accrue, hausse des prix de l'énergie, réputation d'un pays remise en cause, climat d'incertitude qui, tôt ou tard, finit par toucher le portefeuille du citoyen lambda, même à des milliers de kilomètres de Ouagadougou. Ignorer la dimension stratégique de ces attaques, c'est sous-estimer à quel point l'instabilité peut migrer, influencer la sécurité internationale et impacter nos vies quotidiennes, que ce soit à travers la facture d'électricité ou la valeur de notre épargne. Mais voici ce que beaucoup, à l'extérieur, continuent de rater. Quand un pays comme le Burkina Faso décide de recentrer sa réponse sécuritaire, de refuser d'externaliser sa dignité et de redéfinir seul les contours de son avenir, ce n'est pas seulement un acte de bravoure. C'est une provocation involontaire. Plus cette posture se renforce, plus elle attire l'attention, la pression, et déclenche, inévitablement, ce genre de test. Les ennemis veulent voir si la confiance affichée n'est qu'une façade. Alors, au lieu de voir ces attaques comme la preuve d'un effondrement, peut-être faut-il les lire comme le révélateur d'une transition en train de s'affirmer, mais aussi d'un jeu dangereux où chaque mouvement a un coût bien réel. Pour comprendre ce que ces attaques signifient vraiment, il faut replacer ce moment dans l'histoire récente du Burkina Faso et du Sahel. Pourquoi maintenant? Pourquoi viser plusieurs bases militaires au Burkina Faso, plutôt que de concentrer l'assaut sur une seule cible spectaculaire? Cette question est cruciale, parce que les attaques coordonnées qui ont frappé plusieurs garnisons récemment ne sont pas de simples répliques dans la longue histoire de la violence sahélienne. C'est un changement de tempo, un message envoyé autant à l'État qu'à la population et à l'opinion internationale. La violence au Burkina Faso, il faut le rappeler, n'est pas nouvelle. Depuis 2015, le pays fait face à une insécurité croissante. Les groupes armés exploitent la porosité des frontières, s'appuient sur des routes secondaires, des zones forestières, et profitent de la faiblesse d'un État qui peine à projeter sa présence en dehors des grandes villes. Les villages les plus reculés, déjà isolés, deviennent des terrains de chasse pour les réseaux insurgés. Les attaques contre des postes de police, des convois, des écoles ou des marchés sont devenues presque hebdomadaires. Mais ce qui vient de se passer est d'une autre nature. L'accélération, la simultanéité, la volonté manifeste de tester la solidité du nouveau dispositif sécuritaire. Car oui,
Il y a bien un changement de doctrine depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022. Avant cette transition, la réponse à la menace djihadiste reposait largement sur des modèles de contre-insurrection soutenus par des partenaires extérieurs. Partage de renseignements, opérations conjointes, assistance technique, coordination multinationale. En théorie, cela devait permettre de mutualiser les efforts, de stabiliser progressivement les zones rurales et de restaurer l'ordre. Mais sur le terrain, la violence continuait de s'étendre, les populations fuyaient leurs terres, les routes devenaient impraticables, et l'État reculait. La montée du capitaine Traoré a donc marqué une rupture. Ce n'est pas un simple changement de façade, c'est une refonte structurelle. D'abord, il y a eu une réévaluation profonde des partenariats militaires étrangers. Le message, du moins publiquement, était clair. Le Burkina Faso allait redéfinir qui pouvait contribuer à la sécurité du pays et à quelles conditions. Ensuite, on a vu une intensification de la mobilisation locale. Les efforts de recrutement des volontaires pour la défense de la patrie se sont multipliés et les structures d'autodéfense communautaire se sont renforcées. L'idée, c'était de privilégier une présence plus enracinée, plus familière du terrain, plutôt que de tout miser sur des forces déployées à distance. Mais surtout, il y a eu un tournant rhétorique. La souveraineté est devenue le fil conducteur. La lutte n'est plus seulement une question de contre-insurrection, c'est une bataille pour la dignité nationale, pour la capacité à décider soi-même de son sort. On ne veut plus simplement survivre à la crise, on veut la transformer en occasion de refondation. Or, c'est précisément dans ces moments de transition que les failles apparaissent. Même les systèmes les plus solides vacillent quand ils sont réorganisés. Les chaînes d'approvisionnement se reconfigurent, la coordination entre unités doit se réaccorder, les circuits de renseignement et les cycles de formation doivent être reconstruits. C'est une période où tout le monde tâtonne, où l'équilibre reste fragile. Et les groupes armés, eux, le savent parfaitement. Ils frappent là où ça bouge, là où le nouveau système n'est pas encore rodé, là où la confusion et la fatigue peuvent faire vaciller la défense. C'est pour cela que les attaques contre plusieurs bases en si peu de temps ne sont pas seulement un coup de force militaire. C'est une tentative de tester la réactivité, de sonder la capacité de coordination, de voir si le moral tient le choc. Au Sahel, la discipline et la confiance valent parfois plus que la puissance de feu. Si les soldats doutent, si la population hésite, si l'opinion internationale se détourne, alors la victoire des groupes armés se joue autant dans les esprits que sur le terrain. Ce qui est en jeu ici, c'est bien plus que la sécurité d'un territoire. C'est aussi la capacité à lire derrière les chiffres, derrière les récits médiatiques qui, trop souvent, se contentent de compter les morts et de dresser des classements anxiogènes. Bien sûr, le Burkina Faso apparaît désormais tout en haut des indices mondiaux de l'activité insurgée. Mais ces classements ne disent rien sur l'énergie réformatrice, sur la résilience qui est peut-être en train de se forger. Ils ne mesurent ni la légitimité, ni la dynamique interne de mobilisation, ni la lente reprise du contrôle dans des zones depuis longtemps abandonnées. Ne pas saisir ce changement de contexte, c'est risquer de mal interpréter la crise. C'est passer à côté des signaux faibles qui annoncent soit une refondation, soit un effondrement. Car, vu de loin, tout cela peut se ressembler. Attaques spectaculaires, pertes confirmées, rumeurs de débandade. Mais le vrai enjeu, c'est de comprendre ce qui se joue derrière la multiplication des coups portés au cœur de l'appareil sécuritaire. Est-ce la preuve d'une déroute, ou bien le signe qu'un nouvel ordre tente d'émerger sous la pression ? La question fondamentale, désormais, c'est celle-ci. Ces attaques sont-elles le symptôme d'un État en train de sombrer, ou la marque d'un système qui se forge, coup après coup, dans l'épreuve du feu ? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Comment distinguer un État en train de s'effondrer d'un État en train de se forger sous le feu ? C'est la question qui brûle derrière chaque titre alarmiste, chaque statistique qui clignote sur nos écrans. Le Burkina Faso, souvent désigné comme l'épicentre de la violence sahélienne, trône désormais en haut des classements mondiaux de l'insécurité. Mais ces classements, qu'est-ce qu'ils mesurent vraiment ? Oui, ils comptent les attaques, les pertes, les déplacements. Oui,
Ils reflètent la pression, mais ils ne disent rien de la capacité à s'adapter, ni de la volonté de transformer la crise en tremplin. Regardons la dynamique à l'œuvre derrière les attaques récentes. Les groupes armés ne cherchent pas seulement à conquérir du territoire ou à accumuler des victoires militaires. Leur vraie cible, c'est la perception. Ils frappent pour tester la discipline, la coordination, la capacité de l'État à réagir sans s'effondrer, à absorber les chocs, puis à rebondir. Ils cherchent à imposer la peur, à fissurer la confiance, à faire douter la société burkinabé d'elle-même. Si le doute s'installe, si la population commence à voir son État comme impuissant ou désorganisé, la fragmentation suit. Et c'est cette fragmentation, cette perte de légitimité, qui alimente ensuite la crise et la rend plus profonde encore. Mais il y a une nuance importante. Un système qui s'effondre face à la pression, c'est un système qui s'enlise dans la confusion, qui réagit lentement, qui laisse la panique gagner le récit national. Les équipes se désorganisent, les institutions se replient, et la peur devient le principal moteur. En revanche, un système qui se forge sous le feu, lui, apprend à chaque coup encaissé. Il affine ses réflexes, accélère sa coordination, ajuste ses stratégies. Surtout, il refuse de laisser la peur écrire l'histoire à sa place. C'est précisément ce stress test qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso. Les attaques successives ne sont pas seulement une épreuve militaire. Elles sont une épreuve morale et institutionnelle. Comment les forces de sécurité, le gouvernement, mais aussi la population, encaissent-ils le choc? Est-ce que l'État s'effrite sous la pression, ou bien trouve-t-il de nouveaux ressorts de résilience, de cohésion, d'innovation? La réponse n'est jamais simple. Mais un fait saute aux yeux. La réaction collective compte autant, sinon plus, que la violence elle-même. Et c'est là que le regard extérieur se trompe souvent. Beaucoup voient ces épisodes comme le signe d'un effondrement inévitable, d'une spirale négative sans retour. Mais sur le terrain, pour une grande partie de la jeunesse burkinabé, la crise actuelle est d'abord la mise à nu d'un système qui n'a jamais totalement protégé ses marges rurales. Pour eux, l'instabilité ne date pas d'hier. Elle est le bruit de fond de leur adolescence, la réalité quotidienne depuis des années. Leur réaction n'est pas d'abord le désespoir, mais la reconnaissance lucide que la contestation est enfin visible, que quelque chose se joue, que les vieilles routines sont bousculées. Là où les anciennes générations associaient le calme à la compétence, les jeunes voient la lutte ouverte comme un signe d'honnêteté. Ils ne prennent pas la pression comme une preuve immédiate de déroute, mais comme la manifestation d'un affrontement devenu inévitable, celui entre un ancien ordre inefficace et l'espoir d'une refondation institutionnelle. Le moral collectif, dans ces moments, devient une arme à double tranchant. Il peut durcir sous la pression et forger une nouvelle endurance, ou bien se fissurer et ouvrir la voie aux divisions. Mais attention, il ne suffit pas d'avoir du courage ou de la volonté. Si la confiance s'effondre, la confiance dans l'État, dans la capacité collective à tenir, alors la crise s'auto-alimente. Les investisseurs s'éloignent, les partenaires doutent, et les médias internationaux, en relayant les classements anxiogènes, fixent l'image d'un pays condamné à la tourmente. C'est exactement ce récit de l'impuissance que les groupes armés cherchent à imposer. Car une société qui perd confiance en elle-même devient vulnérable à toutes les fragmentations, économiques, sociales, politiques. Au fond, chaque attaque teste moins la force brute que la cohésion du système. Peut-on s'organiser mieux, tirer des leçons, réaffirmer la légitimité? Ou bien va-t-on céder à la panique et à l'isolement? L'enjeu est existentiel, et il dépasse largement le Burkina Faso. Car si la société burkinabé parvient à transformer la pression en levier de refondation, elle offre au monde un autre récit que celui du pur effondrement. Mais si la confiance s'effondre, ce sont les germes de la division qui risquent de l'emporter. Pourtant, même la meilleure résilience institutionnelle se heurte à une réalité brute. La géographie, l'économie, le terrain. Et c'est précisément ce qui va rendre le prochain chapitre de cette lutte encore plus complexe. La vraie bataille est-elle dans les combats ou dans la capacité à restaurer la vie normale? Voilà la question qui renverse notre regard sur le Burkina Faso aujourd'hui. Parce que derrière chaque attaque de base militaire,
derrière chaque headline qui parle de déstabilisation, il y a une guerre bien plus vaste, qui ne se joue pas seulement avec des armes, mais sur tous les terrains. L'économie, la société, le climat. Regardez la carte du nord et de l'est du pays. Ce ne sont pas des fronts classiques, mais des étendues sans fin où les routes se perdent, où l'État s'efface, où chaque déplacement est un risque. Ici, défendre une base, c'est jouer à découvert. Les groupes armés, eux, n'ont pas besoin de tenir le terrain. Il leur suffit de frapper vite, puis de disparaître, de semer le doute. Ce doute, c'est une arme aussi puissante que la Kalachnikov. Il vide les marchés, décourage les paysans de semer, pousse les familles à fuir vers les villes. En quelques semaines, une attaque fait monter l'inflation, remplit les quartiers précaires, multiplie la colère. Et cette colère, elle peut se retourner contre n'importe qui, l'État, les partenaires étrangers, ou même le voisin. C'est là qu'on comprend que la lutte n'est pas qu'une affaire de militaires. Un État qui se contente de réagir, de courir d'une urgence à l'autre, ne fait que subir la tempête. Il encaisse les coups, renforce une position, attend la prochaine alerte. Mais cette stratégie, c'est celle d'hier. Elle ne brise jamais le cycle. Et pendant ce temps, la fracture s'élargit. Plus de pauvreté, plus de jeunes sans emploi, plus de villages qui sentent que Ouagadougou, c'est la planète Mars. Le climat aggrave tout. La sécheresse change les saisons, rend les récoltes imprévisibles, pousse les éleveurs à entrer en concurrence pour une poignée de pâturage. L'eau devient politique. Des villages entiers perdent leurs revenus. Les réseaux armés arrivent avec leurs cash, leurs promesses de protection, et recrutent sans peine. Le climat, c'est le multiplicateur silencieux de la crise, celui que presque tout le monde oublie. Mais il fabrique l'instabilité aussi sûrement que la guerre elle-même. Alors, le vrai défi, c'est de reconstruire. Reconstruire la confiance, que chaque village, chaque déplacé, chaque commerçant puisse croire que demain sera plus sûr qu'hier. Reconstruire les infrastructures, des routes, des écoles, des hôpitaux, surtout là où l'État s'est absenté trop longtemps. Et surtout, combattre la pauvreté, parce que la pauvreté nourrit la violence, rend chaque promesse d'argent ou d'appartenance tellement plus tentante. Ce qui se joue ici va bien plus loin que le Burkina Faso. Ce sont des laboratoires de résilience ou d'effondrement, qui annoncent d'autres bouleversements ailleurs. Pour nous qui regardons, l'enjeu n'est pas de compter les victimes d'un jour, mais de comprendre ce que coûte vraiment l'instabilité. En argent, en confiance, en sécurité, en réputation. C'est apprendre à lire derrière les chiffres et les récits simplistes. Parce que, quand la pression grimpe, l'État n'a que deux choix, subir et répéter le passé, ou se réinventer, questionner ses propres bases, transformer les structures mêmes qui ont permis à la crise de pourrir. Et justement, c'est là que la pression devient un révélateur. Une attaque, ce n'est pas qu'un échec sécuritaire. C'est aussi un scanner qui montre où le système reste fragile, où il doit s'endurcir, où il doit évoluer. Si la réponse de l'État s'aiguise avec le temps, si les routes deviennent plus sûres, si les écoles rouvrent et restent ouvertes, si les marchés reprennent, si les déplacés commencent à rentrer, alors ce n'est plus la violence qui dicte la norme, c'est le retour de l'État qui devient la nouvelle réalité. Mais tout cela demande une coordination invisible, loin des projecteurs, des chaînes logistiques fiables, des communications qui relient le village au commandement, une justice accessible, une discipline dans la gestion des ressources, et surtout, une capacité à intégrer les forces volontaires sans fragmenter l'autorité. Parce que la différence entre la force et le chaos, c'est la coordination. Et la coordination, c'est du travail de fourmi, c'est là où se construit la vraie résilience. Les groupes armés, de leur côté, misent sur l'apparence de désorganisation pendant la transition. Leur but, ce n'est pas seulement de frapper, mais de semer l'idée que l'État ne pourra pas protéger, que personne n'arrivera à temps. Là où la confiance s'effrite, le recrutement devient plus facile. Si la population pense qu'elle est seule, elle cherchera n'importe quelle protection, même imposée, même dangereuse. C'est pour ça qu'il faut regarder au-delà du choc des attaques. Le Burkina Faso ne se bat pas seulement contre des hommes en armes, mais contre la pauvreté, l'exil intérieur, le sentiment d'abandon dans les campagnes, l'érosion de l'espoir. Le terrain économique est aussi dangereux,
aussi stratégique que celui des combats. Si un père ne peut plus nourrir ses enfants, si un jeune ne trouve pas de travail, si un village n'a plus de dispensaire, alors la violence devient une monnaie. Les réseaux armés le savent et s'en servent. Offrir de l'argent, de l'identité, de la protection, c'est leur stratégie pour s'enraciner. Alors, que reste-t-il comme voie? Résister, ce n'est pas s'acharner à défendre des bases, mais à reconstruire la capacité de vivre ensemble, à restaurer la confiance, à réinventer la présence de l'État jusque dans les détails du quotidien. Le vrai test, ce n'est pas la seule victoire tactique, c'est de voir si, sous la pression, le Burkina Faso tente vraiment de refonder ses bases ou s'il va se contenter de survivre, semaine après semaine. La différence décisive entre la simple survie et une véritable transformation, c'est la capacité à repenser le système, pas juste à encaisser la violence. C'est exactement ce que le Burkina Faso est forcé de tester aujourd'hui, sous le feu de ces attaques coordonnées. Est-ce qu'on se contente de tenir bon en attendant que l'orage passe, ou est-ce qu'on en profite pour rebâtir, morceau par morceau, une nouvelle façon d'être État, une nouvelle idée de résilience? Parce qu'un État qui veut se réinventer ne va pas juste multiplier les barrages sur la route ou renforcer ses positions militaires. Ce n'est pas suffisant, et tout le monde le sait, même les habitants des villages reculés. Ce qui compte vraiment, ce qui fait la différence entre un système qui s'effondre et un système qui s'endurcit sous la pression, c'est la capacité à aller chercher les racines du conflit, à intervenir là où l'insécurité trouve son terreau. C'est la différence entre rafistoler les fissures et reconstruire les fondations. Pour le Burkina Faso, cela veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de repousser des groupes armés. Il s'agit de lutter contre la pauvreté, contre le déplacement des familles, contre la sensation d'abandon qui ronge les communautés rurales. Il s'agit de combattre ce sentiment, trop fréquent, que la capitale et les zones rurales vivent sur des planètes différentes. Et là, l'enjeu devient autant économique que militaire. Construire la résilience, ce n'est pas qu'une affaire de soldats ou de blindés, c'est aussi une question de routes praticables, d'écoles qui rouvrent et restent ouvertes, de marchés qui reprennent vie, de cliniques accessibles, de confiance qui revient doucement. C'est pourquoi la coordination et l'intégration des forces locales deviennent absolument centrales. Les armées nationales, même les plus courageuses, ne suffisent pas à elles seules. Il faut aussi que les communautés participent à leur propre sécurité, qu'elles aient voix au chapitre, qu'on restaure des services publics qui ont disparu depuis trop longtemps. Ce retour de l'État, ce n'est pas seulement une histoire de drapeau ou de présence administrative. C'est d'abord la capacité à créer, malgré tout, un quotidien vivable, à restaurer une normalité en apparence banale mais fondatrice. Chaque école qui tient, chaque famille déplacée qui revient, chaque marché qui rouvre, c'est un petit acte de souveraineté reconquise. Mais il ne faut pas sous-estimer un autre facteur clé, la manière dont l'extérieur regarde, commente, juge ce qui se passe ici. Les classements internationaux, les indices d'instabilité, les narratifs médiatiques occidentaux façonnent la perception autant que les faits eux-mêmes. Quand le monde analyse le Burkina Faso à travers le prisme de la déstabilisation, il participe, parfois sans s'en rendre compte, à dessiner les contours du possible. Parfois, c'est la réputation d'un pays, sa place sur une carte mentale mondiale, qui pèse plus lourd que les combats sur le terrain. C'est là où beaucoup, surtout les jeunes générations africaines, veulent reprendre la main sur le récit. Il y a un refus, de plus en plus fort, d'être réduits à de simples victimes passives, à des chiffres dans un rapport, à des cases dans un tableau Excel du risque pays. Les jeunes, dans les rues de Ouagadougou comme dans les villages du Nord, réclament le droit d'écrire leur propre avenir, de prendre part à la refondation, de ne pas attendre que la solution vienne d'ailleurs ou soit dictée depuis des capitales lointaines. Ils ne veulent pas que leur présent soit vécu comme une expérimentation permanente menée par d'autres, ils ne veulent pas que leur sécurité soit pensée comme un projet pilote pour la géopolitique mondiale. Et cette volonté s'accompagne d'une ligne rouge émotionnelle, refuser d'être un terrain de jeu pour les puissances extérieures, refuser que chaque crise locale soit d'abord lue comme un épisode d'un feuilleton global sur la souveraineté ou le chaos africain. C'est un cri de défiance, mais aussi d'affirmation,
qui peut se transformer en force collective si, et seulement si, il est accompagné par des politiques concrètes qui donnent du sens à la résilience. Parce que, soyons lucides, ce qui se joue au Burkina Faso aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'avenir d'un pays, c'est un test grandeur nature pour toute l'Afrique, et même au-delà. Si le Burkina échoue à tirer les leçons de cette pression extrême, si la réponse reste superficielle ou sans vision, alors l'histoire risque de se répéter, et pas seulement au Sahel. La défiance et la frustration peuvent s'accumuler, la tentation du repli ou du rejet des institutions peut s'amplifier, et c'est toute la dynamique du continent, voire du monde, qui s'en trouvera ébranlée. Mais à l'inverse, si le Burkina parvient, dans la douleur et la lenteur, à transformer cette épreuve en occasion de refonder ses institutions, à rebâtir la confiance, à restaurer la présence de l'État là où elle avait disparu, alors il ouvre une voie. Il prouve qu'il est possible de forger une résilience authentique, pas simplement de survivre à la tempête, mais d'en sortir différent, plus solide, mieux préparé à affronter les crises suivantes. Ce précédent pourrait inspirer d'autres pays, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais partout où la question de la sécurité et de la légitimité institutionnelle se pose avec urgence. Pour chacune et chacun qui regarde cette vidéo, au Burkina Faso, ailleurs en Afrique, ou de l'autre côté du monde, le message est clair. Ne pas comprendre ce qui se joue ici, c'est risquer de rater les signaux faibles qui annoncent les crises de demain, y compris chez vous. L'instabilité n'a jamais eu de frontières, et la manière dont une société répond à la pression aujourd'hui peut annoncer ce qui attend le reste du monde demain. Apprendre à lire derrière les chiffres, derrière les récits dominants, à regarder les petites victoires du quotidien autant que les grands bouleversements médiatisés, c'est peut-être là la vraie leçon à retenir. Parce que, au final, la résilience, ce n'est pas une absence de crise. C'est la capacité de s'adapter, d'apprendre, de faire converger les volontés locales, de transformer l'épreuve en levier. C'est le courage d'affronter la réalité, de ne pas céder à la peur, de ne pas se laisser déposséder du récit. Et c'est surtout la volonté de construire un futur qui ne soit pas simplement la répétition du passé. Ce qui se joue au Burkina Faso devient alors un précédent pour toute l'Afrique et pour notre compréhension globale de la sécurité. Êtes-vous prêt à regarder au-delà des gros titres, à questionner la façon dont on construit la sécurité et la dignité collective? Parce qu'au fond, ce qui se joue au Burkina Faso n'est pas seulement l'affaire d'un pays lointain, ni une suite de chiffres anonymes sur une carte du Sahel. C'est un miroir tendu à notre époque. Comment réagissons-nous, ici comme ailleurs, quand la stabilité vacille, quand la peur s'installe, quand le récit dominant, celui de l'effondrement inévitable, menace d'étouffer toute autre histoire possible? Le suspense, c'est une arme. Les réseaux qui orchestrent ces attaques le savent parfaitement. Tant qu'une population vit dans l'attente fébrile du prochain coup, elle cesse d'investir dans l'avenir, elle hésite à bâtir, elle n'a plus foi en demain. L'incertitude devient une prison invisible. Mais ce que ces épisodes révèlent aussi, c'est à quel point la réponse de l'État, la résilience sociale et même la mémoire collective peuvent se transformer sous la pression. Les attaques ne sont pas simplement des drames à subir, ce sont des tests grandeur nature, de la capacité d'une société à se relever, à tirer force de ses blessures et à refuser d'abandonner le terrain, qu'il s'agisse du territoire, du récit national ou de la simple idée que la vie ordinaire mérite d'être protégée. Au Burkina Faso, restaurer la normalité ne se résume pas à déployer des soldats ou à sécuriser une base militaire. C'est un travail patient, village après village. Rouvrir des routes, faire revivre des marchés, garantir que les écoles tiennent debout. C'est là que se joue la vraie bataille contre la crise, pas seulement dans l'affrontement avec des groupes armés, mais dans la reconstruction lente, douloureuse, de la confiance. Parce qu'un pays qui cesse de croire à ses lendemains, c'est un pays qui meurt à petit feu. Et les chiffres, nombre d'attaques, nombre de déplacés, montant de l'aide internationale, ne racontent jamais toute l'histoire. Derrière chaque statistique, il y a des familles, des villages, des rêves suspendus. Mais il faut aussi regarder au-delà des frontières. Le Burkina Faso ne vit pas cette mutation dans une bulle. Le Sahel, c'est un carrefour où se croisent des intérêts extérieurs, de l'inquiétude sécuritaire aux logiques de puissance, en passant par la gestion des migrations et la lutte d'influence.
Certains acteurs se présentent comme partenaires, d'autres comme compétiteurs, mais dans tous les cas, la lecture qu'on fait de ces crises est souvent déformée par la distance, par l'agenda du moment, par une obsession du symbole. On réduit le Burkina Faso à un cas d'école, à une pièce sur un échiquier, ou à un simple avertissement pour d'autres pays. On oublie trop facilement que, sur place, il ne s'agit pas de prouver une thèse, mais de sauver des vies et de donner une chance au futur. Ce regard extérieur, parfois myope, ajoute encore à la pression. Il transforme un conflit local en arène mondiale. Il projette sur la société burkinabé des attentes, des peurs, des caricatures. Or, la jeunesse africaine en particulier commence à tracer une ligne claire. Elle refuse d'être un laboratoire à expériences abandonnées dès que les projecteurs s'éteignent. Elle rejette l'idée d'être réduite à une variable d'ajustement dans le grand jeu des puissances. Derrière la colère, derrière la défiance, il y a une exigence de dignité, un refus farouche d'être instrumentalisé. Alors, soyons honnêtes, chaque attaque, chaque crise, chaque échec apparent est un test, oui, un stress test. Mais pas seulement pour le Burkina Faso, pour nous tous. Cela met à l'épreuve la cohésion des institutions, le moral des populations, la capacité d'une transition à résister à la pression. Cela questionne aussi le rôle des acteurs extérieurs. Peuvent-ils accompagner sans dominer, respecter sans imposer? Les médias eux-mêmes, sont-ils capables de raconter la vérité, ou se contentent-ils d'en faire un objet de clic, une séquence sensationnaliste de plus dans le flot mondial des actualités? Et puis il y a vous, spectateurs, citoyens, lecteurs. Que ferez-vous de cette nouvelle compréhension? Serez-vous prêt à ne pas céder à la facilité des conclusions toutes faites, à ne pas vous contenter des récits simplistes qui transforment la souffrance en fatalité? Ou bien, laisserez-vous d'autres écrire l'histoire à votre place, avec pour seul résultat une instabilité qui, tôt ou tard, se répercutera aussi dans votre quotidien, où que vous soyez? Parce qu'il faut le dire clairement, l'instabilité ne reste jamais contenue. Elle voyage, elle crée des ondes de choc économiques, politiques, humaines, qui finissent toujours par atteindre ceux qui pensaient pouvoir s'en protéger. Ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement la sécurité d'un pays africain, c'est la façon dont le monde entier apprend ou refuse d'apprendre à répondre aux crises globales. Quand on ne voit dans l'Afrique que des risques à contenir, on oublie que les solutions qui émergent là-bas, la manière dont les sociétés s'organisent, collaborent, résistent, préfigurent souvent des transformations qui concernent tout le monde. Le vrai coût de l'instabilité, ce n'est pas seulement l'argent dépensé dans l'urgence, c'est la confiance perdue, la réputation abîmée, la capacité collective à croire en l'avenir qui s'effrite. Et si on regarde de près, chaque crise africaine est aussi un laboratoire du monde qui vient. La gestion de la pénurie, la résilience face à la violence, l'invention de nouveaux modèles de solidarité. Alors, quelle histoire voulons-nous écrire? Celle d'une Afrique condamnée à être le théâtre de l'insécurité mondiale, ou celle d'un continent qui forge, dans la douleur, une résilience nouvelle que d'autres devront un jour apprendre à imiter? Est-ce que la stabilité peut être autre chose qu'un slogan, un mot creux dans la bouche des puissants? Ou est-ce que, pour une mère burkinabé, cela peut redevenir la simple possibilité d'aller au marché sans crainte? Pour un enfant, celle d'aller à l'école sans devoir miser sa vie? Vous seul pouvez répondre à cette question. Rester passif, c'est se condamner à subir l'histoire écrite par d'autres, à payer le prix de l'instabilité sans jamais avoir eu voix au chapitre. Mais réfléchir, s'informer, partager des analyses nuancées, c'est déjà refuser ce destin. C'est choisir de faire partie de ceux qui comprennent que la sécurité, la dignité, la possibilité d'un futur digne de ce nom, ne sont pas seulement des enjeux africains ou burkinabés, mais des causes humaines, universelles. Alors, je vous pose la question, et cette fois, j'attends vos vraies réponses en commentaire. Pensez-vous que ces attaques sont conçues pour déstabiliser délibérément la transition, comme un test de résistance? Ou sont-elles seulement le symptôme d'une insurrection qui s'est installée et qui frappe, peu importe qui dirige? Et, à votre avis, qu'est-ce qui compte le plus à long terme? La posture militaire ou la reconstruction des conditions qui empêchent l'enrôlement et la violence dès le départ?
Dites-moi aussi d'où vous suivez cette vidéo, du Burkina Faso, d'un autre pays africain, ou d'ailleurs dans le monde. Parce que ce débat est global, parce qu'il s'agit de dignité, de justice, de la possibilité pour chacun de façonner son avenir. Si ce récit vous a parlé, si vous avez envie de voir d'autres analyses qui replacent l'humain au centre, qui respectent les faits sans céder à la peur ou à la haine, alors likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo autour de vous, surtout à ceux qui croient encore que le Sahel est trop loin pour compter. Restez vigilants, gardez les pieds sur terre et ouvrez grand les yeux sur les dynamiques en marche. Parce que dans des conflits comme celui-ci, les prochains chapitres s'écrivent toujours en silence avant d'être proclamés au grand jour.